Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Cyril Harris, bienvenue à vous. Vous êtes réalisateur. Votre nouveau film Un monde fragile et merveilleux est déjà en salle au Liban, sorti en France mercredi prochain, le 18 février. À vos côtés, Abed Abidad, bienvenue également. Vous êtes éditeur, photographe et vous publiez le livre Karimé Aboud, Lady Photographeur, images de Palestine, texte signé Ahmed Marouat, coédition, images plurielles, c'est votre maison d'édition et également les éditions Barzac. Vous arrivez tout juste de Marseille, la cité phocéenne à l'honneur aujourd'hui dans MOE avec également Mehdi Adjeri, bienvenue. Vous êtes musicien, guitariste, chanteur, membre du groupe Téménique Électrique. Votre nouvel album s'appelle Habibi My Love. Vous étiez en concert cette semaine au Hasard Ludique à Paris. Prochaine date, notamment le 17 avril au Tamanoir à Gennevilliers, près de Paris. On commence en musique avec vous, avec Téménique Électrique et votre titre Bessif. Musique. Bessif de Téménique Électrique, Mehdi Adjeri, que raconte cette chanson? Alors, on peut traduire Bessif par obligé, littéralement, ça veut dire par le glaive. Que nous dit cette chanson? Cette chanson, elle raconte le fait que, malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser, on est obligé de se relever et d'avancer. Ouais. Ça raconte à la persévérance. Ouais. Et il ne faut rien lâcher, comme on dit chez nous à Marseille. Ouais. Ne rien lâcher, comme on dit à Marseille. Téménique Électrique, quintet marseillais avec le bassiste Jérôme Bernaudon, Florent Salène à la batterie et aux percussions, Fred Alverne aux machines et claviers, Johan Martin aux guitares et mandoles, Habibi My Love. Vous avez dévoilé cet album cette semaine, donc je le disais, au Hasard Ludique. C'est une ode à l'amour. Ouais. Pourquoi? On en a besoin aujourd'hui? Ouais, parce que le reste, c'est secondaire, déjà. Et en ce temps d'incertitude, de parler d'amour, même si habituellement on peut penser que c'est des thèmes un peu neuneux, ouais. Là aujourd'hui ça devient primordial, ça devient un objet même politique. Un objet même politique. Amour filial notamment, avec le titre Yemma, l'espoir, la persévérance, on l'a dit. Et puis bien entendu, il y a ce mot Habibi, ouais. My Love. Ouais. Musicalement, d'ailleurs, on entend des notes de Habibi. Alors comment ça s'est passé d'ailleurs, ce concert pour présenter l'album? Chaleureux, ouais, festif? Ouais. J'ai été surpris par le public qui était vraiment avec nous. Il y avait une énergie où... ils étaient vraiment avec nous et ça donne de la force. Ouais. Et ça, c'était bien. Il y avait une vraie communion. On a pu rentrer dans la danse. J'appelle à la guérison aussi, ouais. Dans les moments de transe pendant les concerts. Et c'était réussi. Donc, ouais. Je suis très content. Ouais. Belle réussite. 4e album donc, que vous sortez, Habibi My Love. Alors, parmi les instruments de votre groupe, il y a la guitare, mandole aussi également. Alors, j'aimerais dire 2 mots, juste qu'on les voit en photo, parce que c'est pas toutes les semaines qu'on en parle dans MOE. Béli, c'est la harpe ventrale, instrument de musique d'origine d'Afrique de l'Ouest, notamment Nigeria et Libéria. Très bel instrument. C'est un archet musical qui est muni d'une caisse de résonance en calebasse et qui se tient contre le corps. La gasba, flûte de roseau, oblique à embouchure libre. Un mot sur cet instrument? En fait, tous ces instruments-là, et notamment la casbah, ouais. ça a nourri toute mon enfance. J'en ai toujours entendu la casbah. Et dans notre travail, ouais. Et dans notre démarche artistique, on fait tout un travail de collecte de sons qu'on met dans les machines, ouais. Pour réutiliser et faire cette fusion entre les musiques arabes et le rock'n'roll. Ouais. Et donc on a écouté plein de disques, plein de musiques traditionnelles, ouais. Et c'est vraiment en lien au fait qu'enfant, ça a bercé tous les moments de fête qu'on avait à la maison. Ouais, et la gasba, instrument de prédilection aussi en Algérie. Justement, vous mêlez le rail, le rock, le shabi algérois. Tiens, d'ailleurs, arabian rock, on lit parfois, ça vous va? Ouais, en fait, on m'a demandé quel style de musique on faisait. C'est même moi qui ai dit, tu peux appeler ça l'arabian rock, parce que c'est vraiment le mariage entre
entre mes deux cultures en fait. Étant un enfant du rock et baigné dans la musique arabe depuis que je suis petit, naturellement dans ma démarche artistique, il est né cet Arabian rock. Mais ça s'est fait, mais sans vouloir faire une potion quelconque, ça s'est fait naturellement. Ouais. Alors peut-être une réaction à tous les deux musicalement. Alors d'abord sur le titre de l'album Habibi My Love, on sait qu'au Liban parfois on ironise Hay Kifak ça va et toutes les langues. Là il n'y a pas mon amour, hein. Bon, même s'il y a un titre en français on va en parler. Arabian rock, on sent que ça vous... Oui. En fait, on se retrouve pas mal parce que je sens que je parle en fait à mon musicien qui a fait la musique de mon film où justement je lui disais que on devrait trouver un peu on devrait incarner cet esprit beyroutin dans la musique, donc être enraciné dans nos traditions, dans la musique traditionnelle libanaise, arabe, mais aussi garder un peu cette admiration qu'on a des fois vers la musique occidentale et faire un vrai mix à travers de la musique électronique ambiante. Beyrouth, vous y êtes déjà allé, vous aimeriez? On devait faire une tournée au Liban, et il y a eu, c'était à l'époque où il y a eu l'explosion du port de Beyrouth, malheureusement. On espère que Tmenik Electric pourra y aller. Vous connaissez le groupe, et évidemment, vous les avez déjà vus en concert ou pas encore, hein? Oui, non. Avec David. Oui, en fait, il s'avère être mon petit cousin. Voilà. Et donc, Mehdi, je le connais depuis très très longtemps. Je l'ai vu même dans l'évolution de la musique, les styles qu'il a pu utiliser. Et là, je pourrais dire que l'Arabian rock, ça lui va parfaitement. Et il a trouvé vraiment sa voix. Et croyez-moi, quand il est en concert, c'est vraiment à la fois festif, et on peut dire que ça dépote. Ça pulse et ça dépote. C'est marrant parce qu'en famille, il me le dirait pas. Il fallait qu'on on est cousins d'ailleurs que en famille, ça. Et je précise il y a que cette pudeur là. Ouais, c'est ça. C'est la pudeur dans la famille. Cela dit, c'est vrai en plus. Hein, c'est en tout cas un bel hommage. Je case quelque chose. Donc. Et je précise quand même à nos téléspectatrices et téléspectateurs que vous ne saviez pas que vous alliez vous retrouver ici tous les deux. Ça, c'est la magie de TV5 Monde et de MOE. Alors un titre, donc des textes en arabe, un titre en français, éminemment symbolique. On parlera tout à l'heure de la Palestine à travers une grande photographe. Inscrit, virgule, je suis arabe, célèbre poème de Mahmoud Darwish. Pourquoi ça vous tenait à cœur de l'insérer dans cet album qui nous parle d'amour? Dans la construction de l'album, en fait, j'écris un album, je pars d'un titre. Du moment où j'ai trouvé le titre, j'écris toutes les histoires autour. Et je voulais finir cet album par un poème. Et donc j'ai lu tout plein de poèmes, d'amour, mais pas que. Et le contexte politique m'a fait dire mais ce poème il est d'actualité, et on va clôturer l'album par ce poème parce que c'était très très important. Comme je te dis, on a une démarche politique, et c'était pour moi important de finir par ça. Et aussi un hommage à l'artiste, au poète, mais à la poésie en elle-même. Allez, une dernière question, parce qu'on n'a pas parlé d'un autre instrument de votre groupe, c'est votre voix. On l'a dit ensorcelante parfois. Comment vous la décririez, cette voix? Je fais comme je peux. Je sais pas, là c'est pareil, c'est une histoire de parcours, d'histoire de chemin. Elle prend son chemin aussi en fonction des concerts. De l'état d'esprit aussi, des albums. Voilà donc pour Habibi, My Love, Cyril Hariz, votre film Un monde fragile et merveilleux, ça fait d'ailleurs écho à l'album dont on vient de parler, raconte l'histoire d'amour entre Nino et Yasmina, une histoire d'amour qui naît dans une cour d'école et qui va s'épanouir 20 ans plus tard. On regarde la bande-annonce. انت خلقت الساعة 5:05 وانا بعدك بدقيقة. وين اختفيتي؟ من بعد ما طلعوا اهلي نقلنا بيت جد انا بموت فيكي بس انت كتير انتنس، دوختني. كل شي بحياتك هالقد انتنس؟ عن جد بتخيل كل شيء معك، يعني مين بدي يكون عندي بيت مثل هيدا انا وياكي؟ بس انا لا. عم بيسافروا الفرع ببيروت، اجوني مجنون بدبي قبلوا ينقلوني. انا ما بتخيل يجي شي فتان. هيدا الجو مش منيح لإلي، رح تخبص اكتر.
Un monde fragile et merveilleux. Alors Nino, en fait, il va la retrouver comment? Il va avoir un accident de voiture. Bon, il y a le constat, il y a de l'argent en jeu. Et donc, il va inviter au restaurant toute la famille de cette jeune Yasmina. Pour l'instant, ils ne savent pas. Oui. Voilà, on ne raconte pas tout. Mais tout de même, sur la scène du restaurant, c'est une comédie italienne. Il y a un côté burlesque. Bon, il y a des plats libanais avec une touche italienne. Pourquoi est-ce que vous avez voulu insérer ce côté comédia italienne? Je trouve justement que ce mélange-là de comédie sur satire sociale, sur fond de société libanaise, a été inventé un peu par le cinéma italien des années 50, des années 60, où on fait une sorte d'union entre le burlesque et le farfelu et quelque chose de plus triste, de plus réaliste. Et je trouve que ça incarne en fait l'esprit béroutin et l'ambiance libanaise. Et donc voilà. Et dans ce film, il y a le rêve, un rêve, celui d'une île. C'est tout ce qu'on a. Finalement, dans le monde arabe, justement, on parlait que de tout ce qu'on a, c'est l'amour, c'est cette sorte de résistance à travers l'amour. Et je pense que j'y rajouterai une couche, c'est aussi le rêve. Le rêve, l'imaginaire, donc qui émane un peu de leur enfance, de cet endroit complètement merveilleux. Auquel pourquoi pour s'évader? Oui, une sorte d'échappatoire. C'est un peu c'est leur île, c'est l'endroit où l'amour est éternel, où les familles sont soudées, est intactes. Et cette île-là pourrait être Beyrouth. Cette île-là pourrait être Beyrouth. Avec le petit sourire, j'en dis pas plus. Un monde fragile et merveilleux, un film qui joue des contrastes. D'ailleurs, vous avez dit à nos confrères et nos consoeurs de L'Orient le Jour, le journal francophone libanais, les deux piliers de la tristesse et de la beauté reflètent ma vision du Liban. C'est notre relation, en fait. C'est la relation de toute ma génération. C'est un pays que l'on aime, auquel on est profondément attaché. Mais c'est un pays qui nous fait souffrir du fait de cet amour-là et de cet attachement. Donc justement, on a parlé que le Libanais qui est au Liban veut quitter, le Libanais qui est en dehors du Liban veut rentrer. Toutes ces contradictions, en fait, je pense, incarnent et personnifient notre relation. On parlait d'amour, mais c'est quand même assez bien réussi d'un point de vue cinématographique de partir d'une histoire d'amour comme celle-là, l'intime, l'éminemment intime, pour raconter les fractures de tout un pays. Comment vous est venue cette histoire? Disons-le, je n'aime pas poser la question au réalisateur, est-ce que c'est inspiré de votre propre vie? La réponse est clairement non pour les curieux et les curieuses. Vous n'avez pas retrouvé 20 ans plus tard une de vos amoureuses ou un de vos amours de l'école. C'était joli, mais non. Voilà, mais comment c'est venu de votre imaginaire? C'est-à-dire que vous avez cherché l'astuce pour justement mieux parler du Liban et renouveler aussi peut-être le récit, le narratif, comme on dit. Je pense que parler du Liban d'une manière comme ça vague, générale, est toujours très compliqué. Donc il fallait rentrer dans l'intimité d'une histoire, de parler de ce couple qui servirait d'un microcosme et qui, à travers eux, à travers leur haut et leur bas, on parle de tout un pays qui se relève et qui se fracasse. Alors il y a un extrait très parlant puisque vous dites le mot fracassé. Regardez juste cet autre extrait de votre film. لازم تتمسك منيح لأنه الترين بلش يمشي. Voilà, un train comme repère pour Nino Yasmine, une gare désaffectée. Ça, ce sont aussi les stigmates, en fait. Il y a toujours l'espace à Beyrouth ou ailleurs au Liban qui revient sans cesse. Oui, les trains, c'est justement, en fait, ce sont des espaces qui sont complètement délabrés. En fait, dans les années 30, les années 40, il y avait un train qui allait d'Istanbul, qui passait par la Syrie, le Liban, la Palestine. L'Orient Express. Jusqu'à arriver au Caire. Et en fait, avec toutes les guerres et tous les conflits régionaux, ces trains se sont retrouvés complètement abandonnés. Durant mon enfance, ces gares de train sont devenues des terrains de jeu. Donc finalement, c'est là, en fait, qu'à travers notre innocence d'enfance, on a transformé un endroit complètement délabré en un endroit de bonheur. Un monde fragile et merveilleux, donc sorti mercredi prochain en France, 18 février. La photographie à présent dans Maghreb Orient Express. Avec vous, Abed Habidat, vous nous racontez le destin hors norme d'une femme, j'allais pas dire tombée dans l'oubli, mais parce que vous êtes photographe, donc vous, on imagine que vous intéressez aux grands photographes de notre époque, mais aussi du passé, mais qui n'est pas forcément connu du grand public, y compris pour ceux qui s'intéressent à cette région du monde. Qui est Karimeh Aboud? Alors,
Karima Aboud, c'est une personne, en fait, elle est née en 1893. Ouais. Et elle est dans une famille avec le père et la mère très cultivés, pas nécessairement riches, mais ils sont très religieux. Et donc elle apprend beaucoup de choses de ses parents. Et à 20 ans, son père lui offre un appareil photo. Ouais. Et elle décide de photographier, donc d'arpenter les villes, accompagnée de son père, parce que son père, il est pasteur, et en fait, il voyage à travers le pays. Alors, elle est née où? Elle est née à Bethléem, Ouais. voilà, et donc elle décide de photographier. Alors, on ne sait pas trop parce que, en fait, comment elle a appris la photographie, et comme son père côtoie beaucoup de gens du monde de la culture, et beaucoup de photographes arméniens, et donc on imagine aussi que c'est un des photographes arméniens qui lui a appris la photographie. Elle est issue d'une famille palestinienne chrétienne. Absolument. Protestante. Protestante. Voilà. Ouais. Et donc, elle devient donc photographe professionnelle en 1930. D'accord. Et elle ouvre son premier studio photo. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, elle continue à photographier. Donc, elle photographie beaucoup les paysages, les sites historiques. Ouais, les sites antiques, notamment. Les sites antiques et les sites très religieux. Elle photographie beaucoup le paysage. Les portraits. Par contre, sa spécialité, c'est les portraits. Ah oui. Et en fait, elle décide donc d'ouvrir un studio, puis plusieurs, et ensuite elle se déplace même chez les habitants. Donc elle commence à être très connue, elle est très demandée, et donc elle photographie à sa manière, puisque c'est une Palestinienne, parce qu'il y a les photographes donc, qu'elle fait à sa manière, donc elle est à l'encontre des photographies que font les photographes qui étaient sur place. C'est contemporain, les contemporains elle est à et contre-courant. européens aussi, Ouais. parce que c'était beaucoup de l'orientalisme. On photographiait donc des scènes, c'était touristique, tout ça, mais elle photographie Des vraiment. scènes de vie, l'authenticité en fait de Voilà, et cette surtout les Palestine-là. portraits. Ouais. Elle ne met pas en scène ces personnes. Elle rencontre beaucoup de personnes du monde culturel, donc assez élevées, parce que les autres photographiaient surtout les paysans. En fait, Elle est proche de l'aristocratie, de par sa famille, on va dire, locale. Oui. Comment avez-vous fait? C'est la question qu'on se posait, disons-le même avant, et je vois Cyril Haris sourire. Comment avez-vous fait pour exhumer toutes ces photos, tout ce travail artistique? C'est un véritable livre, monumental de cette artiste. Je vais essayer de commencer donc, depuis le début. Ouais. Je vais essayer d'aller assez vite. En fait, c'est en 2006. Ouais. On exhume des photos, des cartes postales. Et plus ou moins, c'est un Israélien qui avait des albums. Il fait passer une annonce en disant « Mais qui est cette photographe-là? Quelqu'un pourrait nous renseigner ?» Et donc, Ahmed Mourouat, donc c'est lui qui a écrit la monographie, le contacte, le rencontre, il parlemente, il essaie de récupérer des albums, il veut pas, donc il lui donne une ancienne Torah, donc ils font un échange, et à ce moment-là, donc depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il fait d'incessantes recherches, il essaie de trouver un peu le parcours de cette photographe, il va voir les descendants, donc il récolte plein de photos, et donc il se retrouve avec un gros stock, il crée une sorte de fondation de recherche. Et il y a une personne qui nous a contactés, qui est une jeune fille qui est professeure à Paris, qui s'appelle Nariman Koubache, qui nous contacte. Je dis nous parce qu'il y a les éditions Barzac et Images Plurielles qui nous proposent ce travail-là. Et tout de suite, on dit oui, on va le faire. Alors, ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'il y a un Israélien au début, effectivement, dans l'histoire. Absolument. Ça fait un trait d'union, une passerelle. Parce que en fait, on réalise après que c'est un vrai trésor, parce qu'on réalise aussi que il y a beaucoup de fonds, beaucoup d'archives, beaucoup de photos qui ont soit été volées, dilapidées et détruits par les Israéliens. Elle n'a pas connu 1948, la création de l'État d'Israël et la Nakba pour les Palestiniens. Elle est morte en 1940, avant. Elle est morte en 1940. Elle a quand même connu le protectorat, enfin le colonialisme britannique, le mandat la britannique, déclaration Balfour. La montée du nationalisme, du sionisme. Elle a vécu les grandes grèves en 1936. Son père était un militant aussi, donc voilà. Et c'était aussi une militante pour la cause palestinienne. Karimeh Aboud, 1893-1940, images de Palestine, donc avec les textes. Un mot quand même sur les textes. Comment il a travaillé
Eh bien, en fait, Ahmed Marouat, Ahmed Marouat. il est allé rencontrer toutes les personnes qui connaissaient directement ou indirectement donc, Karim Aboud, la famille, les descendants. Et à ce moment-là, il a commencé à rédiger. Il en a fait une monographie. Et il a traité aussi le sujet sur les photographes qui étaient avant elle et les photographes qui certainement la côtoyaient. Ouais. Pour mieux mettre en lumière et en valeur son travail. Montrer, voilà, la photographie en Palestine et les deux regards entre, je disais, la photographie donc on va dire occidentale et la photographie palestinienne. Voilà, sans orientalisme, vous l'avez dit. Eh bien, on va passer maintenant, chers invités, à vos coups de cœur culturels respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Mehdi Hadjeri pour Tmenik Électrique, le film Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman, le grand cinéaste américain d'origine tchécoslovaque. Pourquoi ce coup de cœur? C'est un film qui m'a marqué. Bon, c'est un film qui est de 1975, mais c'est l'année de ma naissance, donc je ne l'ai pas vu à sa sortie. Ouais. Je l'ai vu quand j'étais adolescent. D'accord. Et c'est un film qui m'a marqué parce que Jack Nicholson, parce que Milos Forman, parce que Michael Douglas, qui a en fait produit le film et en fait a récupéré le film. C'est son père qui devait le faire, qui a laissé tomber, parce que dans les années 70, la question de la psychiatrie, la maladie mentale... Ouais, c'est ça, c'est un film qui parle des traitements infligés aux patients dans les années 1960, les médicaments surdosés, les douches glacées notamment à l'époque. Exactement. Et donc c'était un film très difficile à monter. Je l'ai su après, quand j'ai découvert ce film qui m'a mis une claque. Et la maladie mentale et la maladie psychiatrique, c'est un sujet qui m'a intéressé toute ma vie parce que j'ai été confronté à ces questions-là qui m'ont touché personnellement. Et parce qu'il y a la question pourquoi doit-on résister aussi dans ce film? On imagine qu'il vous plaît. Exactement, exactement. Donc et je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un reportage sur Jack Nicholson et ça m'a fait réaliser de la puissance de ce film. En lien avec, bien sûr, mon histoire personnelle, et j'ai compris plein de choses, pourquoi il m'avait plu. Et du coup, je l'ai revu 20 et quelques années plus tard. Il n'a pas vieilli, il traite des questions. La maladie mentale, la maladie psychiatrique, ça reste encore vraiment des questions très sensibles. Il y a des lits supprimés en France aujourd'hui, et il y a des moyens qu'on ne met pas sur la psychiatrie. C'est vraiment le parent pauvre de la médecine encore aujourd'hui. Exactement. Voilà donc pour ce beau film, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Cyril Haris, Ania Rani, pianiste polonaise, vous avez eu la chance de la voir en concert il y a quelques temps. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette musicienne? Justement, on parle d'un mélange de culture, d'un mélange de ton, un mélange de genre. Eh bien, Ania Rani, c'est une pianiste classique, mais qui fait aussi de la musique électronique. Et donc, elle fait une sorte de mélange entre cette musique très moderne et cette musique très ancienne, entre guillemets. Et je trouve ça absolument magnifique. Et voilà pour ce coup de cœur. Abed Abidat, vous l'avez esquissé tout à l'heure, Palestine 36, sur ces révoltes, réalisé par Anne-Marie Jassir. Pourquoi faut-il voir ce film? Pour mieux comprendre l'histoire de cette région et du conflit notamment israélo-palestinien? En fait, c'est un coup sur coup. Après le livre, j'ai pu aller voir en avant-première ce film qui m'a carrément scotché. Je découvre plein de choses. Et donc, ça raconte vraiment une fresque durant les années 30 de la situation des Palestiniens et du comportement encore des Britanniques et cette fameuse loi Balfour qui décide du sort des Palestiniens, mais des Israéliens aussi. Et on se retrouve... Et qui date de 1917, voilà. Bien avant 1936, réalisé par Anne-Marie Jassir. Voilà donc pour vos coups de cœur. Merci à tous les trois d'avoir participé à MOE. Merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express. Retrouvez-nous quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. On va se quitter en musique avec Tmenik Électrique. Et vous, Mehdi, vous allez nous interpréter avec Florence Allen, le batteur de votre groupe, le titre qu'on pourrait traduire par « Il ne nous aime pas, il ne nous accepte pas », titre original « May Habunash ». Musique. سيدها فيهم التعب والبحر سيدها فيهم الماء والنار لهنا لكم
واللي في الدار لهنا لكم قدم الحجار جينا لكم مرحبا بكم ديما معاكم يا لالي ويا لالا جينا لكم مرحبا بكم ديما معاكم يا لالي ويا لالا ما يحبوناش 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 عندي دايما حكاية نحكي لك الولد الريح ودهنا ما راه يكون مليح جينا لكم مرحبا بكم ديما معاكم يا لالي ويا لالا جينا لكم